Ronax, en plein cœur de Yonah, est de la Plastic Valley, un groupement d'achat au service d'une vingtaine d'entreprises de plasturgie. Aujourd'hui, Ronax négocie annuellement pour tous ses adhérents plus de 67 000 tonnes de matière plastique, développe plus de 200 moules à l'international et négocie la plupart des moyens nécessaires au fonctionnement de la soixantaine de sites industriels de ses adhérents en France et à travers le monde. En tout, ce sont plus de 177 millions d'achats négociés annuellement. Toutes les actions de Ronax sont réalisées par une équipe d'acheteurs professionnels qui, grâce à l'expérience forgée depuis 20 ans, fait bénéficier à ses adhérents des apports techniques et des échanges d'expertise. Avec Ronax, les adhérents disposent d'un levier efficace pour améliorer leur compétitivité et leur rentabilité. Ronax, c'est aussi un formidable cadre d'échange et de mutualisation d'expériences. Voici l'histoire de Ronax par les hommes et les femmes qui l'ont créé. Il faut peut-être se rappeler le contexte de l'époque. On est en 94, c'est-à-dire que 94, c'est la bulle immobilière. Les entreprises souffrent énormément, les carnets de commandes ont baissé de manière importante, en même temps que les matières premières ont connu des hausses très violentes. Donc il y avait beaucoup de soucis dans la profession. Et mon rôle en tant que conseil des entreprises et des PME de cette région, c'est de dire mais qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à passer ces crises et que le secteur de la plasturgie ici au Yonah soit plus fort. KPMG a dit « Je mets à disposition pendant 1 an des experts pour travailler sur le thème que vous voulez ». Ils avaient invité, je crois, à peu près 40 entreprises, clients de KPMG, qui faisaient moins de 100 millions de francs à l'époque. Et donc, ce qui est amusant, c'est qu'on est parti à 40 à la première réunion. Ils ont présenté l'étude et ce problème qu'ils constataient entre les PME et les plus grosses entreprises. Deuxième réunion, on n'était plus que 20 pour choisir un thème. Et on a choisi les achats. Et pour travailler, on n'était plus que 5. Ma conviction, c'était que ça ne sert à rien de fusionner. Il faut peut-être mieux essayer de mettre en commun des fonctions et puis d'être très très bon sur ces fonctions-là. Tout en restant dans la vie quotidienne, concurrents, compétiteurs, ça n'empêche pas que chaque entreprise ait sa spécialité. Et alors ce qui était très surprenant, c'est que parmi l'étude qu'on a faite, avant de démarrer, on a dit oui, ok, on met en commun les achats, donc ça veut dire qu'on va comparer les prix. Ah, il y a un grand silence dans la salle. On a dit, mais qui est-ce qui va piloter ça? Et là, il y a eu une unanimité pour dire, il ne faut pas qu'on recrute un acheteur, parce que ce n'est pas ça qu'on veut. Il faut qu'on recrute un chef d'entreprise qui soit capable de fédérer toutes les individualités des gens qui seront autour de la table, qui soit capable d'avoir une vision de la fonction que le groupement va avoir à gérer, qui soit un diplomate, qui soit un coordinateur et qui ait une autorité par rapport à l'ensemble des adhérents. Et à l'époque, le choix s'est porté sur Jean-Marc Monduché. Et je pense que si Ronax existe aujourd'hui, c'est aussi grâce à Jean-Marc Monduché. Vous êtes entouré de patrons et en même temps, vous êtes le patron de ces patrons pour tout le dossier achat, quoi. Donc c'est quelque chose de très ambigu et voilà, quoi. Donc il faut de temps en temps dire... ça va, ça suffit, on passe à autre chose, puisque c'est votre domaine. Et si vous ne le faites pas, après, pas de crédibilité. Mais en même temps, les patrons, c'est eux, quoi. Voilà. On s'est tout de suite aperçu, ça c'est peut-être 3-4 mois avant le démarrage Ronax, qu'il nous manquait 3 ou 4, il nous manquait une certaine taille, enfin, un complément de taille. Et donc on s'est retrouvés 3 mois plus tard avec 9 sociétés. Et donc un dossier qui commençait, je dirais, à ressembler à quelque chose, dès lors que l'étape à suivre allait être décisive, puisqu'il fallait vendre le concept, l'idée qu'on avait, à des producteurs matières premières qui s'appellent General Electric, BASF, Bayer ou Dupont de Nemours, etc., ce qui n'était pas une masse à faire. Il y a eu ce qu'on appelle des blind tests, des tests à l'aveugle qui ont été faits sur... une quinzaine d'achats repères, c'est-à-dire la palette de tel produit, le carton de telle dimension, etc., qui ont été envoyés sous pli confidentiel à KPMG et que j'ai pu, moi, personnellement analyser et qui montraient que,
de mémoire, entre le mieux disant et le moins disant, on avait une société qui pouvait acheter à 100 et l'autre à 150 le même produit. Et en moyenne pondérée, on arrive à des zones de l'ordre de 20%. Ça fait que l'enjeu est quand même colossal et l'aventure mérite d'être tentée. Au niveau des fournisseurs, il y a eu des réactions de certains craintifs, notamment dans la distribution. Par contre, j'ai souvenir de grands producteurs qui ont dit « Ah, enfin, vous avez compris ce qui se passe ». C'est-à-dire que si on ne s'était pas regroupé, chacun, petit à petit, on allait être exclu de la vente directe des producteurs parce qu'on n'était plus une taille critique suffisante. Via Ronax, on a pu garder ce contact avec les producteurs indirectement, mais à notre bénéfice. Et globalement, ça a été très bien perçu par les fournisseurs. Au niveau des clients, alors vous serez peut-être surpris, mais là aussi, c'était la même chose. C'est-à-dire, c'est bien, nous, qu'est-ce qu'on veut ? On veut des fournisseurs compétitifs. Donc nos clients étaient tout à fait heureux qu'on fasse une démarche qui montrait qu'on avait compris ce qui se passait dans le monde et qu'il fallait savoir faire évoluer. L'échange est important, l'échange et la philosophie est important, qu'on soit petite, moyenne ou grosse entreprise. À partir du moment où on a une véritable vocation de travailler ensemble, ça marche, ça fonctionne bien. Chacun avec ses forces, chacun avec ses faiblesses, les faiblesses devant se gommer et les forces des uns devant apporter aux autres. Moi, quand je suis rentré dans Ronax, c'est vrai qu'en tant que leader sur les produits de commodité, de matière, on va dire, standard, générique, j'ai plutôt apporté au groupement. Eux m'ont apporté sur d'autres domaines où on était beaucoup moins fort et dont certains adhérents sont beaucoup plus forts. Alors, la fusion en 2006 avec le groupement d'achat Linkplast, qui était également local, a été très très important dans le développement de Ronax parce que tout d'abord ça lui a amené 6 nouveaux adhérents de plus, spécialisés notamment dans les technopolymères. Cela lui a également amené un nouveau domaine d'achat, l'achat d'outillage en Chine. Et enfin, en termes de taille critique, Ronax aura un budget qui dépassera les 100 millions d'euros et confortera sa crédibilité vis-à-vis des fournisseurs. La spécificité de Linkplast, ça a été aussi de créer une cellule outillage avec la possibilité pour nous adhérents de faire nos outillages en Chine. Et ça, c'était une grande nouveauté en fait sur la place, puisque en début des années 2000, il n'existait pas vraiment de mutualisation entre plasturgistes pour acheter de l'outillage en Chine, en direct. Donc ça, c'est bien une nouveauté, une spécificité à l'époque. Étant mouliste d'origine, on m'a confié la mission de créer une cellule pour fabriquer des outillages en Chine. Donc, c'était la mode à cette époque-là, et il fallait contenter les clients qui nous réclamaient des prix, évidemment. Et nous avons décidé de créer une cellule outillage qui suivrait les outillages que nous allons confier aux moulistes chinois. Et en 2005, nous avons embauché un technicien, qui est toujours présent d'ailleurs. Et un an après son embauche, nous avons fusionné avec Ronax, et c'est Ronax qui a poursuivi cette mission de créer, d'étoffer cette cellule outillage Chine. Et nous avons créé un bureau commercial à Shenzhen, avec un ingénieur chinois en 2006, et un deuxième en 2008, qui ont permis de sécuriser et de suivre la fabrication de ces outillages. C'est un réel besoin, et c'est encore un réel besoin. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais des affinités avec Joël Pouvel, qui était président de Linkplast. Donc on s'est rencontrés, puis on s'est parlé, puis on a dit c'est complètement idiot qu'on travaille chacun dans notre coin. Voilà, il y a certains adhérents des deux groupements qui avaient des affinités, qui se disent, je ne sais pas pourquoi on mènerait pas l'aventure ensemble. Et puis aussi des adhérents qui avaient changé de direction ou des adhérents qui s'étaient aperçus que finalement que la concurrence, elle n'était pas entre nous, mais elle était à l'extérieur de la Plastic Valley. Donc ces 3 facteurs ont fait que
on a dit, il faut qu'on essaie de faire quelque chose, quoi. Donc on voulait vraiment que ça soit une vraie fusion, pas une fusion-absorption. Au-delà donc de cette motivation humaine, de cette histoire d'homme, il fallait quand même qu'il y ait un intérêt pour l'ensemble du groupement et l'ensemble des adhérents, donc qu'on puisse mettre sur la table tout ce qu'on achetait en commun, de la fourniture administrative ou plus basique, jusque bien sûr à la matière, mais en passant par la maintenance, en passant par les produits industriels, les colorants, l'intérim, tout ce qui va, tout ce qui nous permet d'acheter dans nos entreprises le mieux possible, en partant du principe que plus on est, et plus on a d'achats, et normalement, meilleur on a de conditions. Il y a dans Ronax, justement, cette appropriation par l'ensemble des adhérents, des collaborateurs, d'une vraie culture de l'achat. On a en face de nous des commerciaux, des sociétés qui vendent leurs produits. Il faut que nous, on sache acheter. Et l'acte d'achat est un acte très professionnel, en fait. Ce n'est pas un acte passif. Bien au contraire, et ça nécessite aussi beaucoup de créativité, d'enthousiasme et d'énergie, parce que parfois avec les partenaires, fournisseurs, il faut défendre ses positions, les intérêts de nos adhérents, et donc les argumentations sont parfois assez musclées. Et donc aujourd'hui, il y a 17 adhérents, il y a de nombreux sites, donc vous imaginez que ça fait beaucoup d'intervenants, que ce soit pour les sujets de maintenance, des achats de matières, d'outillage, les responsables des ressources humaines. Et je m'aperçois avec grand bonheur que l'implication de chacun de ces rouages, j'y reviens, est vraiment le ciment de Ronax. Ça apporte également un avantage important, pas en termes financiers, mais mes équipes en interne également peuvent discuter avec Ronax et les équipes des autres adhérents. Et ça leur permet aussi de confronter leur quotidien, leur savoir-faire et de progresser au sein de l'entreprise. Donc là aussi, c'est quelque chose que l'on ne peut pas mesurer et puis que financièrement, on ne peut pas le mesurer, mais ça fait progresser mes équipes indéniablement. On n'est pas implanté à Oyonnax, on est implanté dans le Périgord, en plein milieu de la Dordogne. Et c'était pour nous l'occasion de se rapprocher de centre névralgique de la capitale de la plasturgie, qui est Oyonnax. Effectivement, nous, on était totalement isolés. Il y a très peu de plasturgistes dans notre région, en tout cas d'une certaine taille. Et il y a peu de dialogue également. Donc on se sent assez isolé à la fois en tant que dirigeant. Et puis, effectivement, pour les achats, n'en parlons pas, ce sont des secrets industriels pratiquement, donc on ne se parle pas. Donc c'était, à mon avis, une très bonne idée pour le groupe, pour le petit groupe d'IMEPSA, et puis pour moi en tant que dirigeant, de me rapprocher de ce groupement, Ronax, qui en plus porte des valeurs familiales qui nous sont très chères. Donc Ronax est important pour nous parce que le groupe grossissait, devenait, je dirais, multisociété, international, puisqu'il y avait 6 sites, 4 en France, 1 en Slovaquie, 1 en Chine. Et les gens ne pouvaient pas être efficaces sur tous les processus. Donc le processus achat, je dirais, il faut savoir que nous, dans notre compte de résultat, les achats, c'est à peu près 45 à 50% de notre chiffre d'affaires. Je dirais l'acheteur qui à l'époque répondait le plus à notre besoin, c'était Ronax. Je pense que le premier intérêt, il était quand même industriel et financier. L'humain et le relationnel a un gros impact aussi, puisqu'on est tous à peu près dans le même métier, mais pas tout à fait. Et ça permet de mutualiser, je dirais Ronax permet de mutualiser aussi bien les savoir-faire que les best practices, aussi bien en achat et puis des fois pour d'autres sujets. C'est un réseau de quelques industriels qui peut être intéressant aussi pour autre chose que de l'achat. Et notamment pour les sites à l'étranger. Un des derniers sujets en date qui m'a occasionné beaucoup de cheveux blancs, c'était le dossier EDF et énergie. Quand Pierre Bourbon et Patrick ont dit Ronax, on va s'occuper on va rajouter un comité ou un groupe de travail sur l'énergie, j'ai immédiatement mis quelqu'un de mon équipe dans le groupe. Et c'est vrai que là c'est pareil,
C'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace d'aller négocier à plusieurs en GIE que tout seul dans son coin face à des gens comme EDF ou d'autres fournisseurs d'énergie. Eh bien, tout simplement, FPSA, nous, on n'a pas peur de dire, il n'y a rien de péjoratif, qu'on est un petit adhérent en termes de chiffre d'affaires, mais grosso modo, il faut un peu de tout dans un groupement pour que la synergie opère. Nous sommes un des plus petits adhérents. L'avantage principal, c'est de mutualiser dans les volumes que les gros apportent pour faire les économies d'échelle. Donc c'est très intéressant pour nous de bénéficier des taux préférentiels intérim, de la mutualisation sur les transports, sur les emballages en particulier. Et là, on fait des grosses économies d'échelle pour nous. On se dit tous, en réalité, qu'on ne se bat pas les uns contre les autres sur les achats. C'est pour d'où l'intérêt de mutualiser, mais on se bat plutôt sur notre valeur ajoutée. Et c'est la valeur ajoutée qui fera la différence. Donc moi, quand j'ai rencontré Renax, le premier sentiment que j'ai eu, c'est me dire super, en fin de compte, je suis plasturgiste, je suis chef d'entreprise, mais je ne suis pas seule parce qu'il y a plein de chefs d'entreprise qui vivent les mêmes choses que moi. Donc c'était avant tout ce lieu d'échange et le fait de se dire, on a des métiers communs, des problématiques communes, des enjeux communs, on achète tous de la matière, on a tous les mêmes fournisseurs avec les mêmes pressions, les mêmes relations parfois de donneurs d'ordre, petite PME difficile. Donc c'était ça, ce lieu d'échange et se dire super. C'est très sympa, Renax c'est une équipe super sympa, on s'entend bien, il y a beaucoup de convivialité, beaucoup d'échanges, c'est très riche. Aujourd'hui on a une équipe très dynamique, qui est embarquée par un directeur général qui a su, donner un second souffle à une structure qui a été formidablement menée par Jean-Marc Manduché pendant des années. Et c'était pas facile de trouver un successeur à celui qui a su créer et insuffler le dynamisme. Aujourd'hui, je crois qu'on a vraiment une équipe tournée autour d'une ambition, autour de cette volonté de développer encore plus le spectre de Renax pour ses adhérents. Donc moi, je ne suis pas du tout inquiète. Je pense qu'il y a des gens compétents, il y a des gens qui connaissent bien nos entreprises, il y a des gens qui connaissent bien le marché, les fournisseurs et qui connaissent très bien la plasturgie et qui ont une forme d'ambition pour eux, pour Renax et pour nous. Donc tout est en marche pour que tout fonctionne. Renax doit continuer à être au plus proche des besoins de ses adhérents. C'est-à-dire que Renax, c'est un groupement d'achat. Renax, en tant que tel, n'a pas d'autre objet social que de rendre service à ses adhérents. Donc ça veut dire développer encore plus de services vis-à-vis de ses adhérents. Aujourd'hui, on gère pas mal de portefeuilles d'achat, mais on pourrait tout à fait imaginer, et on doit imaginer, de répondre à d'autres enjeux en intégrant des nouveaux types d'achats qui ne sont pas forcément aujourd'hui gérés par Renax. Puis après, il y a la question du territoire, de la taille de Renax. Au-delà des enjeux, du métier, élargir le métier, il y a aussi cette taille, le nombre d'entreprises, le nombre d'adhérents. Aujourd'hui, on est 17, c'est ce qu'il faut être plus nombreux. Je crois qu'on a fusionné un territoire Auvergne-Rhône-Alpes. On pourrait tout à fait imaginer que Renax, à terme, élargisse son territoire, son champ d'action, avec peut-être des entreprises qui soient un peu moins originaires du haut budget. Il y en a déjà quelques-unes qui ne sont pas du haut budget, mais pas tant que ça. Donc ça pourrait être un sacré challenge pour Renax de se dire que dans quelques années, on soit plus nombreux d'ailleurs et un peu moins nombreux du haut budget. Voilà, je dirais les métiers et la taille, le territoire. On a encore beaucoup de choses à travailler, beaucoup de choses à mettre en commun, sans perdre cette philosophie, c'est-à-dire que ce sont d'abord les hommes qui construisent et les entreprises suivent. Moi je dis c'est une très très belle expérience. Je trouve vraiment fabuleux que des chefs d'entreprise dont on pense qu'ils sont individualistes, et surtout dans le Jura, on a un peu cette image de marque, ils arrivent à se retrouver régulièrement, ils arrivent à partager sur leurs soucis, sur leurs préoccupations, sur des choses dont on pourrait penser qu'elles sont hyper confidentielles. Ils acceptent de jouer le jeu parce qu'ils ont confiance en eux et puis parce qu'ils ont une vision des défis qu'ils ont à relever. C'est l'Europe sans les inconvénients et avec les avantages. Une belle histoire humaine qui repose que sur des relations humaines, puisqu'il n'y a pas de machine, il n'y a pas d'autres implications que l'envie de rester groupé pour toujours davantage de bénéfices économiques, on l'a dit, mais aussi de recherche d'une excellence partagée, quoi. C'est une histoire d'homme, voilà, clairement. Indiscutablement, c'est une chance pour le territoire, c'est une chance pour les entreprises du territoire. Et je crois aussi que le territoire était très fédérateur.
dans la constitution de groupements, parce que bien sûr on parle d'achat, mais surtout c'est une exceptionnelle aventure humaine, parce qu'il fallait oser la faire, il faut oser échanger, il faut oser donner, il faut oser mutualiser, ce qui n'était pas évident. Et je pense que globalement, les entreprises qui sont au sein de Ronax sont plutôt des entreprises performantes. Ronax, pour moi, c'est une innovation qui a 20 ans, mais qui reste une innovation.